Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle masterclass organisée par l'école 3IS. Je suis Éric Dunquian, professeur et organisateur des masterclass à l'école et je suis accompagné aujourd'hui de Cécile Baquès, responsable pédagogique de la filière Acting. Bonjour Cécile. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir deux personnalités, Isilde Besco et Elie Semoun. On peut peut-être les applaudir quand même. Je crois que c'est très spontané. Ok, arrêtez-vous maintenant. Merci. Alors, on vous reçoit aussi pour une actualité. On vous reçoit à l'occasion de la sortie prochainement en salle de votre nouveau film Isilde, en tant que comédienne, mais aussi en tant que réalisatrice. C'est le film qui s'appelle Ma famille chérie, où vous êtes donc réalisatrice, actrice, aux côtés d'Elie Semoun, et aussi aux côtés de Jeanne Balibar, Élodie Boucher et Marissa Berenson. Donc, ce sera aussi l'un des sujets de notre échange. Bonjour Elie, bonjour Isilde. Donc je suis Cécile Baquès, je suis responsable pédagogique de la filière Acting à 3IS. Par ailleurs, je suis metteur en scène de théâtre et productrice à la radio publique. Aujourd'hui, nous vous recevons pour parler de votre travail d'acteur et d'actrice et plus exactement de l'évolution de votre parcours. En effet, on s'est dit en préparant cette masterclass que vous aviez tous les deux un parcours d'artiste complet. Isilde, vous êtes actrice, mais vous êtes aussi scénariste, réalisatrice, productrice, autrice et artiste peintre. Et quant à vous, Elie, on vous a découvert à la télévision, mais vous vous êtes vite imposée sur scène, au théâtre et au cinéma. Vous avez signé 3 disques de chansons, vous avez écrit des livres et vous êtes réalisateur des longs métrages à succès. Sans oublier un documentaire passionnant, très personnel sur votre père qui a pour titre « Mon vieux ». Donc, Isilde et Elie, quel a été le point de départ de votre carrière d'acteur et d'actrice? Est-ce que c'était une conviction profonde depuis l'enfance? Est-ce que c'était une évidence pour vous? Est-ce que c'est une opportunité qui a déclenché quelque chose? Isilde. Elie, tu veux d'abord? Ouais, j'y vais. Moi, j'avais environ, je sais pas, j'étais en terminale et déjà je me sentais une graine d'artiste, mais d'artiste ridiculement petit. J'écrivais des poèmes quand je tombais amoureux des filles qui étaient dans ma classe. Je lisais beaucoup et honnêtement, on va dire que la motivation de surface, c'était parce que je voulais plaire à une fille. J'ai commencé à écrire des sketchs. Des mini-pièces de théâtre que je jouais à la fin de l'année scolaire dans le ciné-club. Et c'était ça. C'est-à-dire que je voulais... bon, j'étais comme dans tous les lycées, il y a toujours un clown. Bon, c'était moi. J'ai essayé de compenser mon physique peu avenant avec de l'humour et de la fantaisie. Et j'ai commencé à écrire des petites pièces de théâtre, des petits sketchs que j'ai joués. Et franchement, c'était une façon de séduire les filles, les garçons, enfin de séduire, quoi, de faire parler de moi. Et puis après, en grattant un peu, je me suis aperçu que c'était vital, parce qu'il y a ceux qui veulent, par exemple, dans mon métier d'humoriste, il y a ceux qui veulent faire rire et ceux qui ont besoin de faire rire. Ceux qui veulent faire rire, c'est peut-être ceux qui sont à la fin d'une soirée, qui veulent faire marrer les copains, etc. Et il y en a qui ont besoin de faire rire parce que c'est vital, parce qu'ils sont tellement sensibles, c'est mon cas, que la réalité les heurte. Donc, j'ai compris que passer par l'humour et déformer la réalité, ça pouvait m'aider à survivre. Et vous, Isilde? Moi, c'était un peu par hasard. J'avais une sœur actrice, une mère actrice. Je faisais beaucoup de danse et j'ai été demandée par des castings un peu par hasard et j'ai rencontré une réalisatrice avec qui j'ai fait plusieurs films. Je ne sais pas vraiment si c'était un choix. Voilà. Par contre, après, faire des films, ça a été un choix et c'est ce qui m'a permis d'être, mais être actrice, je crois que c'était pas, c'était plaisant de contribuer à la fabrication d'un film, mais c'est pas très épanouissant parce qu'on est
je trouve, un peu vidé de sa substance, tout le temps utilisé. Et il y a cette ambiguïté où, où d'une certaine manière, on est le film parce qu'on est devant le film et en même temps, on est juste objet. Donc c'est une place assez ambiguë. C'est une place, bien sûr, magnifique, mais qui peut assez ambiguë de vie, quoi. Être acteur dans la vie, c'est quand même une place pas facile. L'une et l'autre, vous avez été reconnus rapidement par le métier, comme on dit. Est-ce que cette reconnaissance vous a encouragé à aller explorer d'autres univers? La reconnaissance, bon, quand on est comique, on n'est pas reconnu, enfin, on est un peu pris par, enfin, dans le métier, on est un peu considéré comme des bouffons, ce qui est pas faux, mais on C'est n'est une pas forme de on a reconnaissance. oui, oui, on n'est pas pris au sérieux. On est plus reconnu, la vraie forme de reconnaissance, c'est le public. On est très populaire, les comiques, là, donc C'est une forcément aberration totale parce ouais, que le comique, c'est beaucoup plus dur. j'ai envie de t'applaudir, Isilde. Non, non, moi la plus belle, c'est la reconnaissance du public et c'est pas ça vraiment, moi, qui m'a poussé à faire d'autres choses, de la chanson ou réaliser des films ou faire, des petites annonces, ou faire du doublage et cetera. Mais je trouve que quand on est artiste et on a la chance, comme j'ai cette chance, mais je dis ça sans prétention, de savoir écrire et ben, on a besoin de s'exprimer, sous différents registres. Ce que vous dites, si je vous entends bien, c'est que c'est ce qui vous arrive dans la vie À fond. qui provoque, qui Ah oui, oui. déclenche différentes formes d'écriture et différentes expressions. Oui, oui, c'est ça. Il faut de toute façon, quand on est créateur, il faut aller chercher au fond de soi. C'est nulle part ailleurs. C'est pas la peine d'aller chercher chez les autres, d'aller piquer des choses, chez les autres, sauf si ça fait écho à ce que vous ressentez. Mais plus vous allez chercher des choses intimes et plus déjà ce sera original. Et c'est valable par exemple pour l'humour. S'il y a des gens, il y en a certainement maintenant, comme c'est très à la mode, qui veulent faire du stand-up, qui veulent faire de l'humour, et cetera. Il faut que ça vienne vraiment, que ce soit très, très, très personnel. Ça, c'est super important. Voilà. Moi déjà, Ellie, si nous on a fait un film ensemble, c'est parce que tu m'as séduite en me faisant rire. Ah oui. Tu m'as pas écrit de chanson, mais tu m'as beaucoup fait rire. Isilde, qu'est-ce qui explique que vous ayez pris la direction du cinéma d'auteur? Parce que vous avez fait beaucoup de films dans ce registre-là, et aussi en utilisant, enfin en travaillant différents étages, c'est-à-dire vous n'avez pas seulement réalisé, vous avez scénarisé, co-scénarisé, parfois produit. Pourquoi vous avez donc été dans cette direction et puis avec une telle maîtrise, on va dire, de vos projets? Bah ça, oui, je crois que c'est un peu qui je suis. Je suis très questionnante, ou je m'intéresse plus à l'émotion qu'aux histoires. Donc j'imagine que ça a été ça. Puis c'était qui j'étais, quoi. Pourquoi à chaque fois qu'elle parle, elle est applaudie, celle-là? Est-ce que... Bon, rien du tout. En fait, il faut faire du cinéma d'auteur pour être pris au sérieux. Oui, alors moi, vous comprenez? Oh, magnifique. Oh, super, magnifique. Et vous, Élie, comment vous êtes passée de la télé au théâtre et au cinéma? Comment ça s'est organisé, les passerelles? Ben, au départ, c'était du théâtre. Après, ça a été des publicités. Après, ça a été une série télé, un sitcom, il y a longtemps. Mais en fait, c'est du travail. Quand on est jeune comédien, il faut pas cracher faut cracher sur rien. En fait, tout est utile, tout est une expérience. Et après, j'en avais marre de passer des castings et d'être dépendant du regard des autres. Alors j'ai eu cette chance de rencontrer Dieudonné. On s'est dit que c'était mieux d'amener les gens à nous plutôt que d'aller les chercher. Donc c'est ça qui m'a poussé à aller dans différents registres. Et après, comme tout comédien, je rêvais de faire du cinéma, je rêvais de faire de la télé, je rêvais de tourner. Donc les choses sont arrivées naturellement. Quand on écrivait, par exemple, les petites annonces, vous connaissez ça, avec Franck Dubosc, voilà. Et ben, on pouvait passer de l'écriture ou du tournage des petites annonces
à complètement autre chose. Enfin, il faut avoir une grande souplesse quand on est comédien. On va maintenant concentrer notre dialogue sur votre nouveau film Isil, donc Ma famille chérie, où vous êtes tous les deux à l'affiche. Alors avant de vous poser des questions, on va regarder la bande-annonce pour que l'univers du film soit clair pour tout le monde. C'est avec plaisir que je vais vous présenter ma famille. Commençons par ma mère. On l'appelle la Queen. Elle aurait voulu être une diva. Oui, chanter devant une foule de gens qui l'auraient acclamée. Mais la vie en a décidé autrement. Passons à Janet. Elle aimerait détrôner notre mère et prendre sa place de tyran. Elle, c'est la 3e de la fratrie. Comment vous dire que Estelle est un joyau à l'état brut? C'est la seule qui s'est restée authentique dans cette famille. Moi, c'est Manon, la 4e, la douce rebelle. Je cherche ma place. Jean-Luc, mon demi, je tiens à le préciser, oui, frère aîné. Et voici donc notre petit frère Marc. Il est parti avec mon père loin de nous et il n'a rien trouvé de mieux à faire que de revenir avec les cendres de mon père, mort il y a peu de temps, ce qui, je l'avoue, va mettre un joyeux bordel. La première question, peut-être quand on découvre la bande-annonce, c'est spontanément de se dire mais comment se rencontrent deux univers qui ont l'air d'être a priori si différents? C'est de sa faute. Moi, j'étais ravi et flatté qu'elle me propose de jouer dans un film d'auteur, entre guillemets, parce que c'est vrai qu'un gars comme moi, a priori, n'a rien à faire dans ce genre de film, mais c'est la preuve que quand on est comédien, on peut tout faire. Et je crois, je défends ma, ma, ma confrérie, mais je pense que les humoristes, ils ont une épaisseur dramatique importante. Donc, je trouve ça. Enfin, merci Isilde, en tout cas, d'avoir fait appel à moi. Eh bien, moi, j'ai toujours aimé Ellie. En fait, il me faisait rire. Mais d'une manière qui, moi, en fait, m'allait. Parce que je suis bon public, mais pas si bon public. Il n'y a pas tout qui me faisait rire. J'aime bien quand il y a une forme de subtilité, de profondeur dans l'humour, ou qu'elle est très humaine. Et du coup, un jour, ma productrice m'a dit, mais pour le frère, est-ce que tu veux pas, je sais pas, prendre quelqu'un qui est plus drôle? Et donc, j'ai dit, bah, pourquoi pas Elie Semoun? Alors, j'ai sorti ça comme ça. Et le lendemain, donc, on se rencontrait et il m'a fait rire. Et donc, voilà. Est-ce que c'est un film qui est très écrit ou est-ce qu'il y a de l'improvisation Eh bien, le film était très écrit, mais à partir de ça, ils improvisaient pas mal. Comme moi, j'étais dans le film, j'amenais aussi ailleurs, mais parfois pour revenir, de se permettre d'être libre et de jouer et de vraiment incarner le personnage au-delà du texte. Donc, au final, je crois que le film ressemble beaucoup au scénario, mais avec vraiment des péripéties. Comment on est à la fois directrice d'acteurs, parce qu'en tant que réalisatrice, et actrice au milieu des autres acteurs? Alors ça, c'était vraiment génial parce que du coup, parce que c'est vraiment pas facile de gérer 5 acteurs, 6, enfin, parfois il y en a plus. Quand le dîner, il y a au moins 10 personnes. Et être dans le film, ça permet vraiment de diriger. Par exemple, Élodie Bouchez était vraiment une alliée et elle me suivait intuitivement. Donc, on avait vraiment des... Et puis, Élie, malgré tout, il était aussi un super allié. Malgré tout. Alors, Non, malgré parce tout, que qu'est-ce que c'est que ce malgré tout? tout, parce qu'on est suffisamment potes pour le dire, mais c'est vrai que sur le plateau, c'était un peu le bordel. Mais c'est un bordel organisé par Isilde. C'est-à-dire qu'en fait, elle nous déstabilisait exprès pour pouvoir sortir des choses un peu neuves et un peu spontanées. Bon, moi, j'ai pas non plus une grande carrière de réalisateur, mais quand même, je me disais, mais merde, moi, quand je fais un film, c'est pas ça. Enfin, c'est beaucoup plus carré et tout. Je comprenais rien. Donc parfois, il y en a qui râlaient parce que c'était pas exactement un tournage classique. Voilà. Oui, Mais c'est c'est ce vrai. qu'elle veut, elle le fait exprès. En fait, je suis obligée un peu d'avoir finalement la même équipe ou des amis ou des gens qui m'aiment sur mes films
parce que sinon, ils comprennent pas. C'est vrai que l'ambiance de mes tournages, elle est beaucoup dans la quête du lâcher-prise pour trouver une forme d'authenticité chez chacun. Et ça peut être extrêmement déstabilisant, tant pour l'équipe que pour les acteurs, parce que a priori, on a dit on va là, là. Et puis, comme moi, je suis dans le film, je vais prendre l'acteur et aller là-bas. Et le caméraman, si il me connaît pas et qu'il suit naturellement, il va être déstabilisé, il va dire couper, il va être contrarié, tout ça, quoi. En vous entendant, on a l'impression que c'est une liberté quand même incroyable de travailler dans des budgets plutôt limités, plutôt maîtrisés d'un point de vue vraiment pour faire jaillir une forme d'artistique, alors que maîtriser des productions à 12 millions, c'est quelque part un paquebot très lourd à Oui, piloter. c'est lourd, mais bon, moi, je suis pas du tout, malgré le fait que je sois juif, je ne suis pas du tout dans l'argent et tout. Enfin, je m'en fous complètement. On m'a dit ça, c'est toujours impressionnant, mais moi, je m'en fous. Enfin, c'est pas du tout. On a le droit de faire ce qu'on veut, même si le budget est à temps. C'est juste une façon de travailler. Je pense que même si tu avais un budget important, tu ferais pareil. Donc, oui, évidemment, il y a des choses, il y a des règles à respecter. Il y a un temps. Enfin, il faut pas faire n'importe quoi, évidemment. Mais c'est pas si écrasant que ça, quoi. Donc, ça va. Ce qui est le plus important pour un réalisateur, je crois, c'est vraiment avoir son équipe, ses acteurs, qu'il aime, le suivent et le comprennent. Dans le cas du Cobu, maintenant, c'est comme c'est une saga, quoi. Donc, j'ai toujours les mêmes acteurs. Le directeur de l'école, c'est François Leventhal. La maman de Mademoiselle Gratin, c'est Frédéric Bell. On a toujours les mêmes comédiens. Gérard Jugnot qui fait le gars, enfin, qui triche, ça s'appelle Qui triche. Et donc, c'est vrai que c'est rassurant, c'est presque une famille. Et puis, l'équipe, c'est toujours la même, le même ingénieur du son, le même. Donc, c'est vrai que c'est très agréable d'être en famille. C'est une fausse famille, évidemment, mais c'est très important de travailler comme ça. C'est un luxe. Ça fait gagner beaucoup de temps et d'énergie, justement. Ouais. Effectivement, on l'entend très bien chez vous deux, le grand écart en fait qu'il s'agit de faire et au fond le projet d'être acteur ou d'être actrice, c'est voilà comment on va vers le grand écart. Et vous, quand même, Ducobu d'un côté, la saga des Ducobu, avec ce que vous en avez dit, et d'autre part un film très personnel, voilà, qui s'appelle Mon Vieux et qui est une chose dans laquelle vous êtes engagé. Je pense que c'est le moins qu'on puisse dire. C'est évidemment deux choses complètement différentes. Est-ce que dans le travail... Ah, mais là, faut vous expliquer. Allez-y. Je pense que vous êtes jeune, vous n'êtes pas confronté à la maladie d'Alzheimer, évidemment. Mais moi, je l'ai été avec mon père. Et on a décidé avec Marjorie Desjardins, qui est réalisatrice de documentaires, de réaliser un documentaire. Vous pouvez le voir sur CanalSat, je crois, sur Canal+, enfin bref, voilà, sur le bouquet Canal. Et donc, mais là, c'est compliqué, c'est autre chose, c'est pas du tout une fiction, c'est la vraie vie, hein. C'est vraiment mon père et vraiment ma sœur. Donc, on a juste décidé de faire un documentaire autour de la famille Semoun, on va dire. Mais il s'est avéré que ça a été universel. C'est-à-dire qu'on a parlé de nous, mais on a parlé à toutes les autres familles et à tous les gens qui côtoient des gens qui sont un peu malades. Là, entre autres, c'est la maladie d'Alzheimer, mais ça peut être d'autres maladies. Et comment on est confronté à cette maladie quand on est un fils ou une fille, c'est très compliqué. Après, moi, je suis un peu connue, donc c'est vrai que ça fait bizarre c'est très, très impudique, mais finalement, moi, j'aime pas, j'ai une certaine pudeur quand même, donc on n'a pas sorti les violons, hein. On n'a pas fait ce film ni pour me mettre en valeur, on a fait ça parce qu'on aime notre père et parce qu'on s'est dit que ça pouvait peut-être aider les gens. Puis tu Après t'es construit comme ça aussi, à créer avec ce que tu vivais. Donc, Oui, c'est ça. tu as traversé ça, c'était difficile aussi, donc tu as créé avec. Alors, avant de passer le micro dans la salle, on aimerait vous poser une dernière série de questions pour faire évoluer un peu le thème de notre échange et peut-être directement aussi faire une gradation entre les propos que l'on tient ici et peut-être des conseils directement pour vous. Parce que vous avez fait tellement de choses entre différents formats, télé, etc., d'univers.
Il y en a d'autres qui émergent et qui sont particulièrement, dynamiques pour notre jeune génération. Là, on parle d'internet qui crée beaucoup de mixité aussi entre le documentaire, la fiction, des plein de formats hybrides. On a aussi les services de streaming qui redéfinissent beaucoup aussi les formats de la fiction et également du documentaire. Quel est votre regard sur ce qui se passe actuellement qui est très mouvant? Est-ce que vous pensez que c'est une terre d'opportunités? Est-ce que ça redéfinit peut-être certaines choses? L'idée de se spécialiser ou de s'ouvrir encore plus? Quel est votre regard sur, ce qui se passe actuellement? Peu importe l'époque, les artistes, ils changent pas, hein. Là, il y a internet, donc nous, à l'époque, si avec Franck, Dubosc, si on avait eu, internet à l'époque des petites annonces, ça aurait été chouette. Enfin, ça aurait été tout à fait, ça aurait collé, quoi. Parce que c'était assez moderne, en fait, mais donc moi, je suis ravi que plein de jeunes puissent s'exprimer, sur internet. C'est un vecteur de communication, qui est bien. Enfin, moi, j'ai rien contre ça. J'en ai contre les réseaux sociaux qui nous font croire qu'on est tous ensemble, alors qu'en fait, on est encore plus seuls. C'est tout pourri comme, enfin, c'est peut-être un langage de vieux con, mais franchement, je trouve que ça nourrit la solitude, les réseaux sociaux, et puis surtout, ça nourrit une dépendance, horrible, et quand tu passes 1 heure à regarder des vidéos que tu fais défiler comme ça, qu'est-ce qu'il en sort? Rien du tout. Juste, tu regardes ta montre, tu dis: «Merde, j'ai perdu 1 heure de ma vie». Bah, on sait aujourd'hui que ce qui coûte le plus cher, ce qui est le plus précieux, c'est l'attention. Oui. Donc, Instagram vous prend votre attention, vous prend donc, votre argent quelque part. Vous allez plus faire des courses, mais ils arrivent à prendre votre attention. Donc chaque fois que vous passez des heures à regarder soit Facebook, soit Instagram ou quoi, vous considérez le fait que, ça leur a rapporté de l'argent. Quoi, à chaque fois, elle est applaudie, c'est pas possible. Quel conseil vous pourriez donner à nos étudiants qui sont dans la salle, donc nos étudiants en acting, nos étudiants en réalisation, quel que soit leur poste, peut-être par rapport à ce qu'ils vivent actuellement? En tout cas, acteur, lire, 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 créer. Ça, merci. suffit. Lire, ça rend intelligent. Merci. Ouais. Au lieu de regarder trop les vidéos qui finalement rentrent pas vraiment profond dans le cerveau, lire. Et pour la réalisation, faites votre équipe de gens qui vous soutiennent et qui n'essayent pas de prendre le pouvoir sur vous et sur votre film. Voilà, moi, mes 2 conseils. Très bien, merci. On peut les applaudir quand même, là, vraiment. Merci, c'était un plaisir d'être avec vous et avec toi, Ellie. C'est une bonne alchimie. On Merci, rigole chérie. bien. Alors ben, maintenant, c'est à vous de prendre le relais. On va vous passer le micro. Donc, vous levez la main. Si vous pouvez vous lever aussi en même temps que vous posez votre question, ça va permettre aussi d'être à l'image. Bonjour, moi ce serait une question pour le film que vous avez réalisé du coup. C'est est-ce que votre famille vous a inspiré l'écriture ou pas du tout? Et aussi comment vous avez procédé aux étapes d'écriture et de réalisation, combien de temps ça vous a pris et les, le cheminement qu'il y a eu pour arriver au résultat? Oui, ma famille m'a vraiment inspirée. Le rapport avec mes sœurs, avec ma mère, c'est vraiment d'ailleurs mes frères et sœurs se retrouvent dans mon film complètement, même si c'est pas complètement ça, ils retrouvent les dynamiques relationnelles. Et l'écriture, ça a été très long parce que il y a plusieurs manières d'écrire, mais moi j'aime écrire en fonction du mood, des émotions. Et après, bah, faut écrire l'histoire quand même. Donc ça a été plus long pour moi. Puis il y a des gens, c'est le contraire. Ils y structurent d'abord l'histoire et après, ils y insufflent le mood, l'émotion, le rire, tout ça. J'aurais aimé savoir, pour vous 2, quel a été le projet, où vous étiez, le plus heureux, d'avoir participé, heureux, heureuse? Bah, pour toi, c'était mon film, évidemment. Oui, oui, bien sûr, ouais. Le plus heureux, bah, c'est celui où tu peux t'exprimer, à la parfaitement, sans frustration, dans un film, mais ça peut être, enfin, moi, c'est surtout sur scène, en fait, j'avoue, quand j'écris un bon sketch avec un personnage complètement, dans lequel je suis complètement inspiré et où je m'oublie moi-même et où les gens oublient ma, enfin, je sais pas, quand je fais une femme, qui a 73 ans et qui parle de son mari comme d'un porc, qui a parce qu'elle a été frustrée pendant 30 ans avec cet homme et que
il y a il y a un langage corporel qui fait que je disparais presque et là, c'est vraiment le bonheur parce que j'ai réussi mon coup. J'ai j'ai disparu complètement au profit du personnage et c'est ça les moments où je suis le plus heureux, vraiment. Oui, quand la scène est incroyable, ou quand, je fais le film. Par exemple, Ouais. là, ce film-là, je l'ai réalisé et j'ai joué, donc là, il y avait plein de moments où je voyais ce qui se passait, où ça me plaisait, je pense que c'est plein de moments quand même dans chaque film, il y a des moments géniaux, les meilleures scènes, donc je Là, c'est de la création. Quand tu crées, tu es heureux. C'est génial la création. Quand tu es devant ton ordi ou devant ton cahier et que tu écris, un sketch, un poème, une chanson, j'en sais rien et que ça tape et que c'est venu vraiment du fond de toi, que tu atteins une forme de sincérité absolue, c'est le bonheur total. C'est génial. La création, c'est génial, vraiment. Quelle est votre manière d'apprendre et étudier un texte et combien de temps ça vous prend environ? Ça ça, c'est la grosse angoisse. Le texte, oh là là. d'apprendre très à l'avance, tout le temps, Ouais, de manière à ce qu'il rentre du dedans. ouais. Apprendre le texte, avant de dormir, ça, c'est vachement important. Je sais pas pourquoi, mais ça s'imprime, dans la tête et c'est marrant parce que c'est une conversation que j'avais justement avec Florence, Foresti, et on se disait, jouer devant 5 000 personnes, 10 000 personnes, c'est pas un problème, mais un trou, c'est un cauchemar. C'est un précipice qui s'ouvre à nous et c'est l'enfer. Donc je sais pas, il y a des méthodes, il y a plein de méthodes, il y a, répéter son texte, à haute voix, il y a aussi le visualiser, savoir qu'un texte, le premier paragraphe, il est sur cette feuille et l'autre, il est moi, c'est ce que je fais, je visualise le texte, en fait. Quand je le parle, je sais que c'est la page d'à côté ou le paragraphe est en dessous et cetera. Enfin, je sais pas, mais c'est le truc le plus dur, c'est la plus grosse angoisse, ça, c'est horrible. Moi, j'ai eu un trou un jour sur scène devant des milliers de gens, c'était un cauchemar. Je me suis tourné vers mon régisseur, je ne comprenais rien, il n'arrêtait pas de me faire ça et donc j'essaye de m'en sortir, finalement je retrouve le texte plus ou moins et puis après je vais le voir en coulisses, je lui dis: «Mais qu'est-ce que tu me racontes? C'est quoi ça?» Bah, il me dit: «C'est une chambre de bonne». Mais complètement fou. Bonjour. Alors j'aurais voulu savoir s'il y a déjà eu des refus de projets, que ce soit pour des raisons personnelles ou parce qu'il y avait déjà un projet en cours, que vous avez regretté, dans le futur parce que ça a été un grand succès, quoi? Moi, j'ai refusé La vérité si je mens. C'est pas mal, hein. À l'époque, je tournais, un film avec José Garcia, Didier Bourdon et à l'époque Ophélie Winter, et j'avais déjà tourné 2 films avant et j'avais pas envie de tourner, encore. Je voulais partir en vacances et finalement José, Garcia a fait La vérité si je mens et grand bien lui a pris. En fait, ça a fait décoller la carrière de plein de comédiens et je t'avoue que franchement, quand j'ai vu le succès, j'ai eu les boules, quoi. Mais bon, tous les acteurs ont refusé des rôles, extraordinaires, tu peux pas savoir, tu as pas une boule, tu peux pas lire l'avenir, quoi. J'avais une question pour tous les 2. Est-ce que, pendant votre carrière, vous avez eu des grosses périodes de doute ou où la confiance avait complètement tombé? Et si oui, comment vous avez fait pour, réussir à les surmonter? Bah, pareil, en fait, l'existence, je pense qu'on a des périodes de doute, souvent à plein de moments de sa vie. Donc après, moi, comment j'ai fait pour les dépasser? En étant, quelque part plus moi. Ça veut dire de pas s'accrocher aux choses, être dans le lâcher prise justement et se centrer sur soi. C'est ça qui importe en fait. On crée son existence propre au-delà du travail, des tournages et se sentir bien avec soi-même, même quand il se passe rien, de rien, de rien. Je suis assez d'accord et je pense que la sagesse équivaut à la raison. Merci, merci. Des doutes, heu, des doutes, il y en a tout le temps, c'est un cauchemar, c'est horrible. Moi, non, c'est l'enfer. Là, je suis en train d'écrire mon nouveau spectacle et je doute, tous les jours.
Donc ça fait partie du métier. En fait, moi j'avance en reculant. Enfin, je sais pas, c'est compliqué, mais je remets tout à zéro, et à chaque fois, je me pose toutes les questions possibles et imaginables. Rien peut me déstabiliser et c'est comme ça que j'avance, dans le doute. Très bien, merci à vous. Merci à vous. Merci en tout cas. C'était un très sympathique moment. Voilà, merci beaucoup Elise Moon, Isil Lezesco. J'aimerais aussi qu'on se garde quelques applaudissements pour Claire Dupont de Ava Film aussi, qui a beaucoup travaillé en coulisses pour la concrétisation de cette masterclass. Merci à vous Claire. Merci. Et puis aussi un petit peu d'applaudissements pour nos étudiants qui sont en coulisses, Jonas, Margot, Élise et toute leur équipe. Bravo! Allez, merci à tous et à toutes. Merci Isilde, Elie. À Merci, bientôt. vous avez été très sympa. Merci beaucoup.